Ok, on y est? On y est. Nickel, on est en live. Bonsoir tout le monde. Salut, Bonsoir, bonsoir. Ok, bonsoir à tous. nickel. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau webinar. On sera du coup deux pour le présenter. Je me présente rapidement, Pierre Boisseau du coup, et je serai également avec Nicolas Wouters, deux photographes belges, Salut à tous. un qui est ici en Belgique et un autre qui est au Japon, qui est expatrié depuis 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ça va faire 10 ans? Ça va faire bientôt 8 ans que je suis expatrié au Japon. Bientôt 8 ans. Ouais. Ok, nickel. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vois bonjour de Suisse, bonjour du Québec, bonjour de la Corse. Et un bonjour de Belgique. Ça fait peut-être un petit peu moins rêver, mais bon. Ce serait marrant qu'il y ait bonjour du Japon aussi. Parce que là, Ce serait marrant qu'il y ait bonjour du Japon, il est effectivement. tôt ou il est tard, ça dépend comment on regarde les choses. Vous l'aurez vu du coup avec la première slide. On va parler ce soir de notre switch vers Fujifilm, vers la marque Fujifilm, mais également un petit peu de notre pratique et de savoir un petit peu en quoi est-ce que ce switch vers la marque Fujifilm a changé dans notre pratique de la photo, tout simplement, tant du point de vue technique que du point de vue pratique. Donc voilà, on est tous les deux ce soir pour vous présenter ce webinaire. On a les mêmes thèmes de photographie. On va parler un peu de photos de paysage, on va parler un peu de photos paysage tant en nature qu'en ville. On va parler vraiment de ce genre de photos-là. Mais évidemment, du coup, pas avec les mêmes environnements. Alors, coucou de Budapest, de Marseille. Waouh, franchement, ouais, ça fait rêver. Allez, 2 minutes de live, je pense qu'on va pouvoir commencer. Logiquement, tout le monde est arrivé. Ok, ben je vais Je sais passer pas ce sur que le tu en dis, premier Nicolas. slide. Ouais, je vais passer Ouais. sur le premier slide ici. Euh, Allez, on y va alors. Alors, rapide, présentation. Je te laisse la bah, faire. ouais, je vais vite. Donc, ça, ce sera tous les sujets qu'on va aborder pendant ce webinaire. Donc, une brève introduction de moi et de Pierre, et puis un peu montrer notre approche de la photo avec le système Fujifilm et pourquoi on a décidé de faire ce changement. Alors, pour me présenter en vitesse, je m'appelle Nicolas Wouters, je suis expatrié au Japon depuis 2013. À la base, je suis belge comme vous, et j'étais originaire de Bruxelles. Depuis que j'étais tout petit, j'étais fasciné par ce pays. Et la ville, le hasard des choses fait que j'ai rencontré une japonaise à Bruxelles et qu'après pas mal d'années de relations à distance, on a décidé de se rejoindre. Donc, je suis venu la rejoindre au Japon. Avant ça, j'avais pas du tout touché à la photo. J'aimais bien tout ce qui était culture geek, culture technique ou IT, etc. Mais j'avais pas vraiment touché à la photo. Et c'est en venant ici, j'ai créé ma petite entreprise qui s'appelle Tokyo Trip et qui est une société de guidage. Et pour commencer mon site web, j'ai eu besoin de photos. Et à l'époque, j'avais pas trop envie d'en acheter sur des images de stock. J'ai commencé à faire moi-même la photo et c'est devenu une passion. Et comme avant, j'étais pas mal dans les jeux vidéo et dans tout ce qui était geek et électro, ça a été une bonne pour moi compensation de plus passer mon temps derrière le PC à faire des jeux vidéo, mais passer mon temps sur Lightroom ou sur Photoshop. Comme j'étais amoureux de la ville aussi, j'ai multiplié les sorties et puis voilà. Et pendant de nombreuses années, j'ai utilisé un système photo full frame que j'ai cru pendant longtemps le meilleur. Et il s'avère que c'était vraiment avec le temps. Je marche beaucoup au Japon, dû à mon travail de guide et dû à ma passion de la photo, où je marche dans la ville, souvent de nuit. Ça s'avérait être fort lourd comme système. Et à un moment, j'ai décidé de tout revendre et de switcher complètement vers Fuji. Et je pense que c'est plus ou moins pareil pour toi, Pierre, non? Oui, c'est effectivement un peu pareil. Je pense qu'avant de passer avant de passer à ma présentation, pardon, je pense qu'on peut montrer quelques-unes de tes photos. Ouais, si tu veux. Donc, si vous êtes déjà venu au Japon, pour moi, c'est un endroit très spécial. De une, parce que j'adore le pays, mais aussi parce que c'est hyper contrasté. Il y a beaucoup de modernité partout. C'est souvent l'image qu'on a du Japon. C'est les gares très high-tech, les robots, etc., etc. Et aussi une grande part traditionnelle. Pour beaucoup d'autres personnes, c'est le Kyoto et tout ce qui est temple qui reflète plus l'image du Japon. Il y a aussi dans les photos que je voyais du Japon, souvent les gens reviennent et j'ai une approche qui était un peu différente. Moi, mon idée était de partager le pays sans montrer les gens. Non pas que je n'aime pas les photos avec les gens, mais moi, je me sentais pas à mon aise de prendre des photos de personnes
Et donc, l'idée de montrer un pays vide. Et même les grands quartiers de Tokyo qui sont souvent inondés de personnes, je voulais les montrer alors, dénudés de personnes. Je trouve que la ville se suffit à elle-même ou le pays se suffit à lui-même comme sujet photographique et je n'avais pas envie d'en rajouter dedans. Donc ça, c'est une photo d'Osaka. Puis ça, c'est les photos, pas dire plus classiques, mais du Japon que moi j'aime bien, fait de lumière, de câbles, d'ambiance un petit peu nocturne. Et souvent, c'est ce que je fais. En fait, je me promène la nuit dans Tokyo. Je fais une quarantaine de kilomètres à pied par soirée, à faire plein de lieux, faire des photos de plein de lieux. Donc, je travaille beaucoup avec la pose longue, beaucoup sur trépied, et surtout beaucoup avec mon matériel sur le dos. C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de switcher à un moment. Je fais en moyenne, donc j'étais 40 km, 30-40 km à chaque sortie. Et j'en fais aussi en moyenne avec mon travail où je prends aussi souvent ma caméra. J'en fais en moyenne 20 à 30 par jour aussi. Donc, tout ceci fait que c'était la raison pour moi la primordiale de changer. Euh, donc voilà, ça c'est encore une image d'une station de métro. Je comprends que pour beaucoup de gens, le paysage, c'est souvent les plages, etc. C'est magnifique. Moi, j'en avais pas à ma disposition au début. Et donc, j'ai commencé avec tout ce qui était urbain. Et maintenant, je fais autant l'un que l'autre. J'adore photographier la vie. Je trouve que les structures et les courbes qu'on peut voir dans les gares, dans les buildings, montrent bien le Japon avec le côté très organisé, très carré. Et c'était vraiment ça que je voulais mettre en évidence. Et une autre partie aussi de mon travail, donc qui est moins nocturne, c'est de photographier tout ce qui est lieux culturels et lieux plus anciens du pays. Je peux pas le faire de nuit parce que souvent ces temples sont fermés. C'est pour ça que je les fais plus souvent au coucher de soleil. Les lieux que je fais de nuit souvent sont accessibles. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de fermeture. Tandis que les temples souvent ferment leur activité à 5 heures ou 6 heures. Donc voilà. J'étais une brève présentation de moi. Vous pouvez bien sûr voir mon site web si vous voulez en savoir plus. Et maintenant, je vais laisser Pierre présenter sa vision de la photo. Nickel. Effectivement, en plus, Christophe fait une belle transition, Nicolas de l'Urbain et Pierre de l'Urbex. C'est vrai que c'est un peu ça. Donc, moi, je m'appelle Pierre Boisseau, du coup, vous l'aurez vu. Je suis photographe de paysages naturels. Alors, naturel et urbain, j'aime autant la nature que la ville. Et depuis maintenant presque un an, je fais effectivement pas mal d'urbex, ce que j'appelle du coup ces fameux lieux oubliés par le temps. Il faut savoir qu'en plus de ma pratique photo, j'ai ouvert une chaîne YouTube il y a maintenant 5 ans. Ouais, je suis dans ma 5e année, du coup, ça ne me rajeunit pas tout ça. Chaîne YouTube sur laquelle je fais des tutoriels photographiques axés sur la photo, mais également la vidéo. Je fais également du test de matériel. J'ai pu notamment, grâce à Fujifilm Belgique, tester pas mal de boîtiers, pas mal d'objectifs également. Donc j'ai un aspect à la fois très matériel, très technique, mais qui finalement s'oublie parce que quand je suis sur le terrain, je pense pas du tout en termes de technique, en termes de si j'avais tel objectif exactement, je pourrais faire telle photo. J'ai la chance du coup de pouvoir effectivement tester du matériel, ce qui me permet d'avoir une plutôt grosse connaissance au niveau matériel tout simplement, mais une fois sur le terrain, tout ça s'oublie et il ne reste plus que la pratique de la photo, le cadrage, la composition, bref, tout ce qu'on connaît tous très bien, je pense. Je vous ai mis également effectivement ici 3 photos. Alors la première est une photo illustrant du coup ces paysages urbains. Alors on n'est pas du tout au Japon ici, on est bien en Belgique. Pour ceux qui ont reconnu, c'est Dinan. C'est près de Namur si je dis pas de bêtises. Ma géographie est toujours un peu douteuse, soit. Donc on est ici à Dinan, effectivement également sur une pause longue. C'est effectivement le genre de ville où les reflets se prêtent plutôt bien. Alors je ne sais plus si c'est la Sambre ou la Meuse, donc je vais pas m'avancer du tout. On a ce cours d'eau qui passe et qui du coup nous permet d'avoir de super beaux reflets. Donc voilà, ça c'est un des premiers exemples que je peux faire des photos en ville. Alors, je pense que c'est à Nicolas de changer. Je peux le faire également. Ok, nickel. On a de la photo en nature. J'adore énormément me perdre. Alors, je marche peut-être pas autant que Nicolas. Je marche peut-être pas 30 km, mais j'en fais une bonne dizaine, voire une petite vingtaine. J'adore me perdre en nature. Ça permet vraiment, je trouve, de se ressourcer et de penser totalement à autre chose, d'oublier les problèmes et le tracas du quotidien, de se balader du coup avec mon sac à dos, l'appareil photo, un ou deux objectifs, ça dépend un peu des fois, et du coup d'aller se perdre et de tomber à la rencontre de fois de paysages totalement fous. Vous le savez maintenant, je vous apprends rien, hein, on est un peu confiné, un peu interdit de voyager depuis 1 an et demi, ce qui m'a permis
après un petit peu de frustration, de commencer à découvrir un peu plus en profondeur mon petit pays, mon petit plat pays. Et donc, du coup, ben, finalement, on a quand même découvert, enfin, j'ai découvert quand même pas mal d'endroits plutôt sympathiques. Celui-ci en est un, au détour d'une forêt. Je trouve que c'est une photo un peu fantastique. Il manque plus que les trolls et les gobelins qui sortent. En troisième, effectivement, je vous ai mis également une photo d'Urbex, ce que j'appelle ces fameux lieux oubliés par le temps. C'est une pratique photo qui est assez récente pour moi. Je vous l'ai dit, ça fait un petit peu moins d'un an. C'est une pratique que je ne fais évidemment jamais seul. Je vous conseille vivement de ne jamais la faire seul. C'est une pratique photo qui me plaît énormément car au-delà de la prise photo, il y a vraiment tout ce côté historique, tout ce côté découverte. J'ai été bercé un peu par l'Indiana Jones et à chaque fois que je rentre un peu dans ces lieux abandonnés, je me sens un petit peu comme lui, occupé à me dire, waouh, qu'est-ce qu'il y avait ici il y a 5, 10, 20, voire peut-être même 30 ans. Et au détour des photos que j'essaye de créer, que ce soit par symétrie, comme je vous ai montré ici, ou d'autres exemples, j'adore essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le bâtiment, ce qui s'est passé dans cette vie un peu oubliée. Et je trouve que le fait de comprendre un peu ce qui s'est passé auparavant permet de mieux créer ces photos. Enfin, ça, c'est toute une histoire également, l'urbex. Voilà, je pense qu'on peut passer maintenant au thème principal de cette soirée. Je vous Ouais. rassure, je vois Nicolas qui, je vois Nicolas qui demande du sang sur les murs. C'était de la peinture, je vous rassure. C'est chez toi ou chez moi? Non, sur Ah, la sur photo la d'urbex que photo? je montre Ah avant. oui, je vois. Ouais, donc le thème Je me suis permis principal, de la c'était montrer. pourquoi c'est devenu une évidence de switcher. Bah, si tu veux, je vais donner mon avis de Pierre d'abord, et puis toi, tu vas donner le tien. Ouais, je Mais t'en prie, vas-y. ouais, donc moi, l'évidence, comme je disais avant, c'était le poids. Euh, au Japon, de une, je marche beaucoup, mais souvent, c'était un frein, hein. Il y avait des endroits où j'allais, par exemple, si j'allais au sommet du mont Fuji ou si j'allais en randonnée, je limitais des fois mon matériel en me disant, ouais, mais ça va être trop lourd, ouais, mais ça, j'ai pas envie de le prendre. Et tout ça, c'était vraiment, ou ça me démotivait à sortir faire des photos. Je savais qu'après une soirée de photos avec mon full frame, j'aurais mal au dos le lendemain à cause de mon sac. Et donc ça, c'était la plus grande motivation pour moi pour changer. C'était vraiment ça. Et je pense que pour toi, c'est donc ça aussi, Pierre, hein. Oui, effectivement. Je suis comme toi également. Je viens de systèmes plein format, tant réflexe que hybride. Et même si effectivement, en passant de réflexe à hybride, j'ai gagné en taille et en compacité sur les boîtiers, les objectifs restent quand même assez imposants. Ce qui fait qu'effectivement, ça se ressentait notamment en termes de poids, en termes de taille, au niveau du sac à dos. Et donc le fait de se balader, que ce soit tant en nature, en ville qu'en urbex, avec un gros sac à dos, ça m'handicapait énormément parce que j'étais pas aussi comment dire, aussi fluide, aussi léger que je voulais, ce qui fait que j'écourtais la plupart du temps mes randos parce que finalement, je suis pas encore très très vieux, je pense, hein, j'ai 27 ans maintenant, enfin 26, mais mon dos commençait à en pâtir en fait, parce que je suis du genre à prendre pas mal de matériel, ce qui fait que avec du plein format, le poids augmentait pas mal. Mais donc du Ouais, coup, effectivement, le passage sur Fujifilm m'a permis de gagner énormément en taille et en compacité, mais il n'y a pas que ça. Pour ceux qui me suivent un peu sur YouTube, je pense qu'ils le savent. Moi, ce que j'adore chez Fujifilm, ce sont les presets, c'est la colorimétrie, c'est la science des couleurs de chez Fujifilm. Euh, En fait, une fois que j'y ai goûté, les autres marques, les autres boîtiers que j'avais en ma possession à ce moment-là m'ont paru beaucoup plus fades. Il y a vraiment ce caractère chez Fujifilm, pardon, que j'aime énormément et que je retrouve nulle part ailleurs, quoi. mais ça, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert après. Donc quand j'ai switché au début, je connaissais pas le système, donc je savais pas ce que j'allais avoir comme menu dedans. Et ce que j'ai découvert après aussi, c'est la couleur Fujifilm qui est vraiment très spéciale, que j'avais pas sur mon système avant. Et c'est aussi la manière de l'utiliser qui était très, très différente. Avant, j'avais l'impression que je prenais simplement la photo et beaucoup se faisaient avec des petites molettes derrière ou même via l'écran. Tandis que maintenant, ce que j'aimais bien sur le système Fuji, non seulement, enfin, en plus du design de l'objet, c'est aussi le système d'ouverture du diaphragme et des dials qui sont en haut. Enfin, je ne sais pas vous le montrer parce que j'ai pas ma caméra en train de me filmer, mais les boutons qu'il faut tourner et qui me permettent plus de faire la photo que simplement de la prendre, en fait. J'ai vraiment l'impression de plus la créer moi-même et d'avoir plus d'interactions à faire qu'avec mon ancien système. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Pierre. Oui, effectivement, alors, je trouve que c'est déjà une question de goût, hein, le design de l'appareil, c'est évidemment les goûts et les couleurs. Mais moi aussi, je suis tombé un peu sous le charme de vraiment cette prise de photo à l'ancienne entre guillemets, parce que je n'ai jamais fait d'argentique. Mais le fait d'avoir vraiment une roulette par,
par paramètre, avoir une roulette pour la vitesse, une roulette pour les ISO, avoir le diaphragme qui se gère directement sur l'objectif. Moi, en tout cas, ça m'a obligé à penser ma photo avant de déclencher. Ce qui veut dire qu'une fois que j'avais l'œil dans le viseur, je m'amusais du coup à gérer ma vitesse, mes ISO, la balance des blancs, le diaphragme. Et une fois que j'appuyais sur le déclenchement, une fois que j'appuyais sur le bouton, la photo a été prise et c'était fini. Là où avant, avec des appareils plus classiques, avec un design plus classique, je prenais beaucoup plus de photos et je regardais ensuite en me disant, ah, mais j'aurais peut-être dû changer ça avant. Donc avec Fujifilm, j'ai vraiment appris à préparer ma photo auparavant et ça a énormément d'avantages parce que du coup, bah, je shoote beaucoup moins et surtout, quand je prends une photo, je suis sûr que c'est nickel et que je ne vais pas la retravailler après. Ça se retrouve également un peu dans les presets, mais ça, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard également. Moi, c'est le viseur qui m'a permis aussi de shooter beaucoup moins. Le viseur? Le viseur ou le numérique où tu vois directement dedans par rapport à ce que j'avais avant, où je devais des fois prendre une photo et j'avais pas le bon rendu directement. Là, le viseur me permet de savoir directement avec l'histogramme qu'est-ce que je vais avoir comme rendu direct sur l'appareil. Effectivement. Je profite vite pour reprendre quelques questions du chat. Décidément, vous êtes motivé au niveau questions. Marc demande du coup photo de nuit ou avec une faible luminosité. Je pense que ça va être pour toi, Nico. Le full frame devrait être plus à son aise. C'est une question du coup, par l'interrogation. Est-ce que tu trouves que le full frame est plus à son aise en photo moi, de je nuit? trouve non, pas spécialement, pas spécialement. Et puis, ce que j'aime bien aussi, par exemple, sur le Fuji, que j'avais pas sur mon ancien système, c'est qu'il me permet de faire des pauses plus longues. Avant, je devais prendre ma télécommande, c'était aussi un frein. Mais le Fujifilm a dans le système, dans ses réglages, peut mettre 40 secondes, 50, 1 minute, 2 minutes. Avant, je devais le mettre en mode bulb et prendre une télécommande, ce qui était souvent un peu ennuyant. Donc, je vois des avantages et je vois des fois des inconvénients, mais pas spécialement sur la qualité. Moi, je vois pas de différence dans la qualité. J'aime bien aussi la science des couleurs Fujifilm de nuit qui me permet d'avoir un meilleur rendu sur le bleu. Et pourtant, c'est le même. Je sais pas comment ça a été pour toi, Pierre, mais pour moi, faire ce passage de Fujifilm à une autre marque à Fujifilm a été longuement réfléchi. J'ai mis au moins 5-6 mois à réfléchir parce que comme j'avais jamais utilisé le système Fuji et que c'était tout un investissement que j'avais mis avant, tout revendre pour tout changer, c'était un petit peu des appréhensions. Et au début, quand je me suis renseigné sur la photo, il y avait souvent ce qu'on va parler après, ce mythe du full frame. Pour beaucoup, c'est le full frame ou rien. Mais je trouve ça plus agréable, par exemple, d'avoir un système léger qui me pousse à sortir, et même si j'ai des fois un tout petit peu moins de qualité, qu'avoir un système qui va m'encombrer et avec lequel je vais moins sortir. Parce que pour moi, la photo, c'est un ensemble de choses. C'est aussi bien se lever très tôt, que porter le sac, le mettre dans la voiture, que y aller. C'est tout l'ensemble que j'aime bien, et c'est pas juste avoir la qualité. Je dois enfin, aimer et apprécier chaque partie de ce process. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce switch. Je pourrais pas être plus d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, la photo, c'est pas uniquement le matériel, c'est tout l'univers. Ça commence au moment où, en tout cas, pour moi, où j'ai la photo en tête, où je vais préparer mon sac à la maison, où je vais monter dans ma voiture. Enfin, c'est vraiment tout le développement. La photo, c'est pas juste le moment où on va déclencher. Et du coup, je Ouais. trouve que tu l'as très bien dit, la compacité permet ça également. J'ai perdu ma question du coup. Ah oui, tu as parlé juste effectivement, tu as dit que ton switch a été réfléchi pendant 5-6 mois. Moi également de mon côté, ça a été le cas. Maintenant, je me suis dit, comme chaque switch, c'est un investissement financier, on va pas se le cacher. Mais ce que j'aime énormément chez Fujifilm, c'est également le rapport qualité-prix des objectifs. Alors de nouveau, la valeur le montant d'un objectif, enfin, le montant d'argent est spécifique à chacun. Je veux dire, certains vont trouver ça cher, d'autres pas. Mais je trouve que pour une telle qualité optique chez Fujifilm, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un mauvais objectif. Et grâce à ma chaîne YouTube, et donc j'y suis, merci d'ailleurs à Bernard, qui se démène toujours pour me prêter des objectifs. J'en ai testé énormément. Et ils ont tous leurs petits caractères. Comme chaque chose au monde, il y a des avantages et il y a des défauts. Mais aucun objectif n'est complètement raté. Il y en a peut-être un ou l'autre qui a un peu plus de vignettage, mais qui du coup, dans l'ensemble, donne un caractère vraiment spécifique à l'image. Il y a des objectifs qui sont beaucoup plus, techniquement parlant, parfaits. Et puis, je trouve qu'il y a vraiment ce rapport qualité-prix, où dans d'autres marques, pour s'équiper en objectif, je pense notamment au fameux trio, je veux dire le grand angle, le standard et le téléobjectif, on va se rapprocher des 6-7 000 euros quand on est sur un plein format. Chez Fujifilm, on est quasiment du moitié prix. Donc Ouais. ça rentrait également dans l'idée du switch, de se dire, voilà, je peux switcher vers eux. Et finalement, quand je fais mes comptes, c'est pas si cher que ça comparé aux autres marques de nouveau.
Ben, je te rejoins complètement. Moi, j'avais un 14-24, un 24-70 et un 70-200. Et, C'est euh, souvent le un, trio et qu'on un a, boîtier, effectivement. ouais, c'est le trio. Et quand j'étais les revendre, j'ai été étonné. J'ai reçu de l'argent en retour parce qu'évidemment, les objectifs se revendent assez bien par rapport à ce que tu les as achetés. Mais j'ai reçu de l'argent en retour. Donc, c'est aussi ça qui était assez chouette. C'est que le rapport qualité-prix est moins dur à passer parce qu'on a vraiment une bonne qualité par rapport à ce qu'on investit. Et dans certains cailloux, dans d'autres marques, font vraiment, allez, c'est un investissement presque plus d'un salaire ou d'un mois de salaire ou 2 mois de salaire des fois. Donc, c'est pas toujours facile à investir. Donc, et ça, c'est aussi quelque Mhm. chose de chouette avec le système Fujifilm. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Effectivement. On peut peut-être passer du coup au deuxième point. Quel matériel Ouais, bien sûr. utilisons-nous? Donc, on est occupé à en parler. Ben, vas-y. Je vais me permettre de commencer du coup. Alors, moi, je travaille avec deux boîtiers de chez Fujifilm, le X-T4 et le XS10. Alors, le XS10, je ne saurais pas vous le montrer actuellement car c'est ma webcam qui me filme pour le moment grâce au Fujifilm Webcam Utility, le petit programme qui est en ligne. Euh, j'ai du coup le XS10 qui est là. J'ai hop, le XT4 qui est ici. Alors, je me sers principalement du XS10 en vidéo et du XT4 en photo, mais l'inverse peut arriver également, et c'est pour ça que du coup, ici sur le XT4, qui est avec le nouveau 1024, la version tropicalisée, je l'ai monté avec une cage vidéo, de façon à vous en parler à la fin du webinaire, on parlera un petit peu de vidéo également. Donc, en boîtier, j'ai le XT4 et le XS10. Ce sont deux boîtiers que j'aime énormément, qui sont, je trouve, très complémentaires. On a d'un côté le XS10 qui est assez compact, assez petit, et le XT4 qui est un peu plus grand, avec du coup une batterie avec une meilleure autonomie, avec deux slow SD, avec quelques petites choses en plus au niveau interne. Je pense notamment à la vidéo. De nouveau, on en parlera un peu plus longtemps en fin de webinaire. Tandis qu'au niveau des objectifs, je vous en ai déjà montré un ici, donc le 10-24. J'ai également le 16-80 mm f4, qui est pour moi un des meilleurs objectifs, c'est celui qui est vissé tout le temps. Ça permet d'avoir du coup d'un grand angle jusqu'à un téléobjectif avec une mise au point rapprochée, une mise au point minimale qui est vraiment très proche, un objectif qui est tropicalisé, ce qui est important pour moi parce que on est en Belgique, hein, vous le savez, il pleut très souvent malheureusement. On a un autofocus qui est très véloce, qui est très rapide, qui accroche, etc. Un de mes petits préférés, et lui, je le connaissais avant même d'acheter mon premier boîtier Fujifilm, c'est le 56 mm 1.2. C'est un des objectifs, je vous en parlais tout à l'heure, un des objectifs qui a peut-être quelques défauts, je pense notamment à son vignettage qui est assez prononcé à pleine ouverture, mais qui a un rendu, qui a vraiment un caractère, qui a une patte, qui est juste folle et que, de nouveau, j'ai l'impression de ne pas retrouver dans les autres marques. Et donc, du coup, ce 56 1.2, malgré ses quelques petits défauts, je l'adore énormément. Ça, c'est vraiment les trois avec lesquels je travaille. Et il y a également, du coup, pour le XS10, le 16 mm 2.8 que j'ai acheté car c'est mon objectif pour me filmer pour YouTube, tout simplement. C'est un objectif qui est assez petit, assez compact, qui est pas encore trop cher et qui surtout a un autofocus qui fonctionne très bien et qui est très important, du coup, pour gagner du temps pour réaliser mes vidéos YouTube. Voilà, au niveau du matériel. Ça fait beaucoup de choses Ok. quand même, hein. Moi, j'en ai pas autant, hein. Ce sera plus court que chez Pierre, hein. Moi, j'ai que 3 objectifs et j'ai un boîtier. Mon boîtier, c'est le XT3, sur lequel j'ai mis un grip pour ne pas avoir à changer trop souvent de batterie. Avec ça, je tiens presque une journée. Et au niveau des objectifs, j'ai un 10-24 qui est là en train de me filmer et qui me sert assez bien en paysage. J'ai ici le 16-55 de 8 que j'adore. Je crois que c'est celui que je monte le plus souvent dessus. De une pour sa Je pense que je qualité. peux passer en plein écran peut-être pour montrer. Ah ouais, si tu veux. C'est ça. Oups. Ah, C'est oups. l'autre. C'est l'autre. Excuse-moi. Non, Ah, pas de souci. C'est tout à gauche, c'est ta caméra. c'est tout à gauche? Ah, c'est comme ça? Oh, ok, excuse-moi. Excuse-moi. Voilà. Ici, moi, j'ai celui-ci, donc le 16-55, que j'adore vraiment, et qui me permet aussi même de faire un petit peu d'astro de temps en temps, parce qu'il ouvre à 2 bits. Donc, moi, je fais pas beaucoup de photos de paysage. L'ouverture, j'en ai pas spécialement besoin, mais c'est intéressant pour ça. Et alors, j'avais avant le 55-200, que j'ai changé pour le 50-140. Il est un peu plus court, mais j'adorais vraiment cette petite bague pour attacher pour mettre sous le trépied et non plus avoir l'appareil qui porte la caméra, mais la caméra qui porte l'appareil et qui permet de moins pencher en avant quand on fait des photos de paysage. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ce petit switch ici qui me permet de passer de photo de portrait à photo de paysage sans avoir enlevé l'objectif ou sans avoir à tourner le trépied. Moi, ce sont vraiment les trois que j'ai tout le temps avec moi et je crois que j'en aurais pas besoin de plus.
et que je pense pas changer d'ici tôt. Effectivement, le 50-140, il me fait de l'œil aussi, je dois bien avouer. Ouais, mais j'avais le 55 et on a quand même un tout petit peu plus de qualité. Après, de nouveau, c'est pareil, tu vois, tu perds 50 millimètres, mais tu gagnes un tout petit peu en qualité. C'est à toi de voir. Mais tu Et puis prends un tu petit gagnes peu en de poids ouverture aussi. aussi, hein. C'est un 2.8. Ouais, c'est un 2,8, ouais. Bon, après, c'est des On va détails, enchaîner hein. du coup avec ce qu'on a appelé, avec ce qu'on a appelé le mythe du full frame, car je pense que c'est un petit peu un mythe en photo, chez beaucoup de photographes. On a l'impression que le full frame est un but, et que le plein format est un but, et que tant qu'on ne l'a pas, ben, on aura toujours des appareils qui seront un petit peu moins bien, que vraiment le plein format, c'est le graal extrême, que on ne sait pas avoir mieux. Et de notre côté, en fait, on a vraiment fait le chemin inverse, tant Nicolas que moi. On a eu des pleins formats, personnellement, chez différentes marques en plus. Toi, je pense que tu es resté dans une seule marque. Moi, j'ai une seule marque, Et ouais. ben, finalement, revenir sur de la PSC, quand on en a parlé un peu autour de nous, et pour ma part, quand j'en ai parlé un peu sur ma chaîne YouTube, les personnes étaient assez surprises car elles pensaient que c'était un peu un retour en arrière. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas un retour en arrière, c'est juste shooter différemment, avec un matériel différent. Et donc, ce fameux mythe du full frame, ce fameux mythe du plein format, on voulait vous en parler ce soir car on trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Je ne sais pas si tu veux commencer par rapport aux différences et bénéfices que tu as trouvés en Ouais, passant bah, c'est vrai que j'ai du eu plein comme toi, format toi, chez Fujifilm. moi j'ai étudié, enfin étudié, j'ai appris la photo, peut-être en autodidacte, mais ici tout seul parce qu'il n'y avait pas d'école en français. Et bon, c'est vrai que j'ai commencé non seulement avec les vidéos, mais avec plein d'autres. Et quand on regarde un petit peu sur le net, c'est souvent ce qui revient. Si t'as pas un full frame, tu sais pas faire des photos, etc., etc. Et évidemment, je me suis fait bercer là-dedans. Et j'ai commencé avec ça, le full frame, pendant près de 7 ans. Et c'est pour ça que ça avait été longuement décidé, longuement mûri cette décision. Mais finalement, moi je vois beaucoup d'avantages à passer en APS-C. Donc le poids, comme je disais, la maniabilité, la transportabilité, mais souvent on a l'impression qu'on va perdre en qualité. Et je trouve pas que j'ai gagné en qualité. Je dirais même que des fois j'ai gagné en qualité. J'ai peut-être perdu un petit peu en résolution. Donc mes fichiers sont plus petits et je peux imprimer en moins grand. Mais par contre, des fois, je gagne en détail et en qualité. Pour moi, le détail, c'est différent de la résolution. C'est pas la même chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et l'impression, honnêtement, j'ai encore fait j'étais même étonné. Je pensais ne pas pouvoir imprimer en très grand. J'ai imprimé dernièrement encore une photo en 1 mètre sur 1,50 m et avec vraiment bien plus qu'il me faut de détails. Donc, ça va dépendre aussi. Je dis pas que c'est le système idéal, mais pour moi, il est idéal. Je pense que c'est personnel aussi. Et il est idéal par rapport à mes besoins, à mes envies et à ce que j'ai besoin comme impression et comme qualité de photo. Donc pour moi, c'est vraiment tout ça qui, mis ensemble, font que j'ai switché. Et finalement, le full frame, c'est génial, hein, mais c'est pour ça qu'on l'a appelé mythe, parce que je trouve que c'est pas spécialement, c'est pas ça qui fera de vous un meilleur photographe. L'important, ça va plus être de penser son lieu, de le regarder d'abord, de regarder les éphéméries, la météo, le soleil, plus qu'avoir un full frame ou que d'avoir une grande caméra. On peut avoir un full frame et aller à un endroit où il n'y a pas de coucher de soleil, où il n'y a rien d'intéressant, ça fera pas une belle photo, tandis qu'avec un APS-C, avec allez, en pensant bien à la photo, donc c'est un ensemble de choses qui font que pour moi la photo sera réussie. Donc je sais pas si tu donnes ton avis, Pierre, par rapport à ça. Oui, ouais, effectivement. Effectivement, comment dire, c'est ce qu'on a avancé. On n'est pas du tout occupé à dire que le full frame ou le plein format n'est pas bon, loin de là, hein. Je veux dire, chaque, chaque appareil a ses avantages et inconvénients. Nous, en tout cas, tant Nicolas que moi, la PSC nous convient beaucoup mieux. Et vous l'aurez compris, notre argument principal, c'est évidemment la taille et la compacité. Euh, je le redis, hein, même si je marche pas autant que Nicolas, le fait de gagner ne fût-ce que 2-3 kilos et d'avoir un sac un peu plus petit, ben, je le sens énormément à chaque fois que je sors. Évidemment, je reprends l'exemple de l'Urbex parce que je vois notamment mes deux compères, Patrick et Christophe, qui sont dans le chat. Bonjour à vous d'ailleurs. Le fait d'avoir le sac le plus compact possible pour se glisser, pour rentrer des fois par des endroits qui sont pas prévus pour rentrer, c'est essentiel. Mais également lorsqu'on va partir en nature, lorsqu'on va partir ne plus qu'en ville, avoir un sac un peu plus petit, c'est essentiel. Alors, je reprends l'exemple, je reprends la question. Attends, il faut juste que je la retrouve. 2-3 De kilos, ça peut Brian. être des vêtements, ça peut être une gourde, ça peut être plein Ah de ouais, choses que tu oui. peux mettre pour un week-end, c'est vite gagné. Le concernant, c'est de la nourriture aussi. Je reprends du coup la question de Brian qui demande, je suis curieux concernant le poids et l'encombrement d'un XT3 avec un grip et d'un 16-55 par rapport à un réflexe plein format avec l'optique équivalente. Pas sûr d'un gain de poids et de gabarit. Alors J'ai gagné au effectivement, total presque 2,5 kg par rapport à ce que j'avais je comme peux laine, ça comprendre va. effectivement, ouais.
Alors, comme je lui ai répondu dans le chat, mais je vais du coup plus le développer à l'oral. Effectivement, quand on compare boîtier nu, un XT3 avec un grip, avec un réflexe plein format, au niveau du boîtier, il y aura peut-être pas de différence. Par contre, là où la PSC va jouer également, ça va être au niveau de la taille des objectifs. Je reprends ici, mon 56 1.2. C'est tout petit si on le compare par exemple à un 85 1.4, ne plus qu'un 1.4 d'une autre marque sur plein format. Donc, la taille va peut-être pas se jouer au niveau du boîtier, même si Fujifilm commence à sortir des boîtiers de plus en plus compacts. Je pense notamment au XS10 qui me filme là. Mais elle va surtout se jouer au niveau des optiques, je trouve. Quand on voit, par exemple, ton 50-140, si on le compare à un 70-200 il y a quand même une belle différence. Je pense notamment C'est vrai également que au 10-24 ou au 16-80 ou 16-55 pour toi, quoi. quand j'avais switché sur Fuji, au début, j'avais pris un 55-200, donc j'avais vraiment gagné énormément de poids. Là, enfin, je l'ai vendu pour repasser sur un 50-140. J'ai perdu un peu de poids et ça a été un choix, tu vois. J'ai perdu un peu de poids, mais j'ai gagné un peu allez, j'ai repris un peu de poids, mais j'ai gagné un petit peu Mhm. en détail, en piqué, quoi. Effectivement. Moi, pour ma part également, donc le fait d'être passé d'un plein format à un APS-C n'a pas du tout posé de problème au niveau technique. Je vous avoue également que j'étais un peu comme quelques personnes dans le chat à me poser des questions en me disant je vais sans doute perdre en dynamique, je vais sans doute perdre au niveau de la montée en ISO, peut-être que l'autofocus ne sera pas bon, etc. Et je me suis dit mais je vais perdre au final en qualité. Et j'étais agréablement surpris. Je retrouvais la même montée en ISO sur un plein format que sur un XT4 par exemple ou un XS10, qui sont excellents en montée en ISO. Pour votre information, j'ai déjà fait des photos du coup à 6400 et même des fois à 12800 ISO. Alors effectivement, il y a un peu de grain, mais le grain est extrêmement bien géré. Et notamment en preset en noir et blanc, j'ai un gros coup de cœur pour le Acros, le preset Acros. Le fait qu'il y ait un petit peu de grain va du coup donner encore un petit cache à l'image en plus. Donc c'est vraiment très agréable à shooter. Là où sur certains autres pleins formats, la stabilisation n'était pas toujours au point, ici chez Fujifilm, la stabilisation est vraiment excellente. Euh, Sincèrement, j'ai déjà fait aussi, enfin, je pense que tu fais rarement de foot à main levée, je pense, mais moi en urbex, des fois, j'en fais de temps en temps, et surtout quand je me balade, parce que je prends pas toujours le temps de déployer mon trépied. C'est sans doute une erreur, mais soit. Je fais pas mal de photos à main levée, et j'ai déjà fait des photos du coup à un dixième de seconde sans aucun problème. Alors évidemment, on va pas le faire à 200 mm, mais quand on a un grand angle, ça pose aucun problème. Donc voilà, il y a de nouveau plein de petits avantages. Effectivement, il y a aussi des inconvénients à passer Ah, peut-être bien du plein sûr, il y en format a. à la Ouais, PSC, bien sûr. mais nous, on y a trouvé en tout cas pour notre pratique beaucoup C'est plus d'avantages que d'inconvénients. c'est pour ça que moi je dis pas que c'est le système parfait, mais c'est le système qui me convient parfaitement en fait. C'est plus comme ça que je le vois. Je dis pas que c'est ça qu'il faut pour tout le monde. Ça à méditer. Mais j'avais pas mal Mhm. d'appréhension au début et finalement après méditation, c'est pas du tout quelque chose que je regrette. Donc Non, bon, tout à on va fait. peut-être voir pour le point le plaisir de shooter. Ben, c'est ça en fait. Hein. C'est ça, c'est les boutons, c'est l'interaction que j'ai avec le boîtier que je n'avais pas avec d'autres avant. Et on va si tu veux un petit peu avancer dans les slides. Donc là, il y avait mon sac. En fait, je n'ai pas avancé dans les slides parce qu'on a passé d'un sac au tien, etc. Donc ouais, moi j'ai un Mhm. 10-24, j'ai un 16-55 et un 50-140. Et je vais encore vous montrer quelques images du Japon. Euh, donc toujours dans cette idée d'un Japon assez désert. Ça, c'est le cimetière de Koyasan. C'est une montagne qui est un des grands repères du bouddhisme au Japon et un des plus grands cimetières du Japon. Il y a plus de 200 000 tombes là-dedans. Euh, Alors je pense que tant qu'on n'occupe pas parler du Japon, il faudra peut-être Vas-y. leur également leur montrer la vidéo. Ah bah oui, je peux montrer la vidéo. On a également une vidéo à vous montrer C'est qui vrai que dure, si je ne dis pas de tu fais bien de bêtises, me un peu rappeler. moins de 3 minutes. Je vais vous montrer la vidéo pour vous montrer un petit peu le Japon. Et donc ça dure 3 minutes et on revient à vous et je continue à vous montrer les images.
Et voilà. Mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de venir au Japon. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, il y aura quelque chose que j'aimerais vous présenter et dont j'aimerais parler avec vous. Mais on verra ça à la fin de la vidéo. Pour revenir sur les slides, donc je continue sur ma visite du Japon. Toujours dans cette idée de modernité et de traditionnel. À gauche, il y a le château de Matsumoto, l'un des derniers vieux châteaux du Japon, vraiment ancien, parce que beaucoup ont été rasés. Et à droite, il y a les nouvelles constructions, les nouvelles habitations du Japon. Donc c'est vraiment très, très spécial. Et on fait pas beaucoup de kilomètres entre les deux. Et comme moi ici, c'est marrant parce que en fait, j'avais la même chose en Belgique et je l'ai jamais vraiment photographié. J'ai jamais pris plaisir à regarder les anciennes habitations par rapport aux nouvelles. Mais ici, pour moi, tout est nouveau. Donc, tout m'appelle à vouloir chercher, m'appelle à ma curiosité. Et c'est pour ça que je prends vraiment énormément de plaisir à le photographier. Et donc, ça, c'est le symbole du Japon, le symbole parmi les symboles, c'est le mont Fuji. Et donc, aller là en haut avec sa caméra, c'est 3776 mètres. C'est assez lourd. Donc, c'était aussi une raison. Je l'ai fait plusieurs fois avec mon ancienne caméra et c'était vraiment pénible. J'ai changé ma caméra en 2019. Je pensais le monter cette année, mais à cause de la pandémie, ce sera remis pour l'année prochaine. Et donc là, c'est le Skytree. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien dans tu parlais de la stabilisation. Là, je l'ai fait avec le 1ZC55 là. Et ouais, tout ça à main levée, c'est vraiment top quoi. Et ici aussi, donc ça c'est le carrefour de Shibuya, le fameux carrefour le plus fréquenté au monde. Il y a près de 2 à 3 millions de personnes qui passent par jour. Et on a beaucoup de buildings où on peut monter aux alentours et photographier. Et là, pareil, c'était fait avec le 55. Je crois que je pourrais passer une journée complète à le photographier. En plus, il y a plein d'endroits pour photographier. Et donc, ça, c'est l'hiver au Japon. Donc, si vous venez un jour visiter le Japon, toutes les saisons sont belles et toutes les saisons sont photogéniques. L'hiver est particulièrement beau. Il fait assez froid, il fait -20 dans certains endroits, -30, vraiment dans le nord. Et à Tokyo, il fait dans les 0. Mais donc, on peut trouver tous les climats et tout type de paysages. Donc, une dernière série de photos. C'est un portrait. Donc là, je peux un peu voir le bokeh du 50-140. C'est vraiment quelque chose que je fais rarement. Mais là, c'est le fameux singe. Je l'ai mis parce que c'est pour beaucoup de personnes. Je suis étonné de ça. Le nombre de personnes qui m'ont déjà dit, j'aimerais bien aller au Japon pour voir les singes. Apparemment, c'est très connu. C'est surprenant ça. Ouais, j'ai entendu beaucoup de ça. On peut dire ça même à la télé. Alors, je vais te laisser présenter toi ton sac. Alors, on va juste répondre rapidement aux questions avant de continuer les slides parce que vous êtes très très nombreux et je vous en remercie du coup à réagir dans le chat. On va prendre du coup quelques questions pour répondre assez rapidement vu que l'heure tourne déjà. J'essaie de retourner au-dessus. Il y a beaucoup de questions par rapport aux objectifs. Alors, de nouveau, les objectifs, je ne sais pas en tout cas comment tu le vois, toi, Nicolas, mais je trouve que c'est quelque chose de très personnel. Moi, j'aime beaucoup shooter avec des fixes, mais en paysage, j'aime beaucoup la polyvalence des zooms, ce qui, du coup, me permet d'avoir un petit peu les deux. Donc, on demande des objectifs pour de l'animalier. Alors, j'ai pu tester récemment le 70-300 qui est ici, que j'ai en prêt. J'en ai sorti une vidéo d'ailleurs début de semaine, lundi. C'est un objectif que j'aime énormément, qui est vraiment très, très bon. J'ai pu tester également le 100-400. Alors, je trouve, entre les deux, le 100-400 est un poil meilleur quand même. Maintenant, il est beaucoup moins compact que le 70-300. Il est beaucoup plus gros. Il est beaucoup plus lourd également. Les deux sont vraiment excellents. À choisir entre les deux, je préférais le 100-400. Maintenant, tu parles de voyage. Et là, la compacité rentre en jeu. Donc, il faut voir le juste milieu entre les deux. Moi, perso, j'utilise pas beaucoup de fixe. J'aime bien justement les zooms parce que de temps en temps, en fait, il m'est impossible soit d'avancer, soit de reculer. Alors, ce zoom est vraiment pratique. Des fois, des buildings qui me bloquent ou des fois des vues où je ne peux pas aller plus loin. Donc là, vraiment, le zoom est super pratique. Marc nous demande également notre expérience en macro-photographie. Alors malheureusement, j'en ai fait que très peu, que ce soit avec Fujifilm ou avec d'autres marques. C'est pas trop mon domaine de photo, mais j'aimerais bien tester un petit peu. Ouais, je pense que ce n'est pas le tien non plus. Non. Mais je pense que voilà, si tu ça a l'air génial. Ça a l'air génial, mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai encore approché. Mais c'est ça qui est gai dans la photo, c'est que chacun a son truc et chacun a son approche.
Tout à fait. Avez-vous testé le 8-16 mm S prévu? Alors moi, je l'ai testé déjà pendant 2-3 semaines. C'est un objectif que j'ai vraiment adoré. Effectivement, j'en ai pas parlé sur ma chaîne YouTube. Mais à choisir, je lui ai préféré le 10-24 pour sa compacité de nouveau. Le fait de passer de 2.8 à f4, donc le 8.16 est un f2.8 constant, le 10.24 est un f4 constant, ça m'a pas posé problème parce que c'est un objectif que je vais utiliser principalement en paysage, en photo de nuit, en photo de pose longue, et donc dans tous les cas, je vais fermer le diaphragme. Donc je vais préférer avoir un objectif plus compact qui va du coup avoir un range focal un petit peu plus élevé. Hein. On a 14 mm de différence entre 10 et 24 du coup. Ça va être plus pratique pour moi qu'un 8.16 par exemple qui va être déjà beaucoup plus lourd. Ça va être compliqué de mettre des filtres devant. Ouais, moi, c'était là. Et puis, il est un peu moins compact, tout simplement. Mais ça en reste un objectif juste dingue. Et optiquement parlant, je l'ai peut-être un peu plus préféré au 10-24, mais le 10-24 est plus pratique à utiliser. Donc, entre les deux, malheureusement, j'ai dû faire un choix. Je sais pas si tu l'as testé, toi, le 8-16 mm. Non, je l'ai pas testé. Et comme toi, il me faisait de l'œil. Mais le gros frein, c'était la lentille bombée qui me permettait pas de mettre mes filtres. Après, ça va être un objectif magnifique. Mais je Effectivement. shoot déjà très rarement à 10, donc je me suis dit, est-ce que je vais vraiment avoir besoin de ces 2 millimètres? Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment quelque chose en fonction de ce qu'on fait. Comme le monsieur qui demandait pour la macro, moi j'ai pas d'objectif macro parce que j'en vois pas l'utilité, mais il doit sûrement y avoir des super objectifs macro. Oui, Ça tout à dépend un fait. peu de sa pratique photographique. Si tu as besoin effectivement d'un diaphragme un peu plus, enfin d'une ouverture un peu plus grande, de passer de f4 à f2.8, le 8-16 est juste terrible. J'ai On testé va pour un passer peu des du coup photos. sur les slides. Tu peux juste faire un petit truc en arrière, juste passer sur le matériel. Donc rapidement ici, merci beaucoup. Donc rapidement ici, je vous ai fait un petit récapitulatif. Hein, donc j'utilise le XT4 en boîtier principal, le 10-24 et 16-80, c'est vraiment les deux objectifs qui ne quittent jamais mon sac à dos, sauf ce soir pour vous les présenter. En portrait, j'utilise énormément le 56 mm. C'est un objectif que j'adore, avec un rendu que j'adore énormément. Et en vidéo vlog, en vidéo pour YouTube, tout simplement, je vais utiliser le 16 mm 2.8. Je vous ai mis quelques exemples de photos, alors un petit peu moins que toi, Nicolas. Euh, Vraiment des photos ici que j'ai faites il y a un gros mois. C'était un lever de soleil à la citadelle de Namur. Je me suis dit, bon, go, je suis réveillé un peu tôt, ça arrive pas souvent, donc on va profiter de ça. Je suis plus coucher de soleil que lever de soleil, hein. Mais soit. Donc je suis parti du coup à la citadelle. Et toutes ces photos-là sont prises à main levée, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Celle de gauche est prise avec le 16-80. Youp. Excuse-moi, Voilà. excuse-moi. Celle de droite est prise, pas de souci. Celle de droite est prise avec le 10-24. Et je trouve que les deux sont vraiment très, très complémentaires. Donc c'est vraiment deux objectifs qui personnellement me plaisent énormément. Pour info, en fait, sur ces deux photos, ce sont deux JPEG. C'est pas des RAW. Ce sont des JPEG. Donc, avec la science, avec la maîtrise des couleurs de Fujifilm, de mémoire, c'est du classique Chrome, mais qui est un petit peu modifié. C'est pas le classique Chrome qui est dans le boîtier directement. C'est un classique Chrome que j'ai un petit peu modifié en ajoutant un peu de grain, en changeant un peu la balance des blancs, en changeant un petit peu. Je sais que c'est le bleu également qui est changé de mémoire dedans. Donc voilà, c'est un JPEG du boîtier mais avec quelques petites modifications maison, si je peux dire. Là, tu peux changer du coup les slides, merci. Ici, du coup, j'ai la chance d'avoir ma chérie qui me suit et qui accepte d'être prise en photo, à ses dépens des fois. Ici, du coup, une petite photo prise au 56 mm 1.2, évidemment à f1.2. C'est le genre d'objectif qu'on utilise très souvent à pleine ouverture pour profiter de cette qualité d'image qui est juste folle. Et dans ses mains, justement, c'est le XS10 avec le 16 mm 2.8. C'est voilà, un setup, c'est un matériel très compact, très léger, que j'ai emmené partout, du coup, pour me filmer. C'est vraiment quelque chose qui est juste dingue. J'entends souvent que Fujifilm est beaucoup plus destiné aux photographes qu'aux vidéastes. Pour l'avoir testé depuis maintenant un peu plus d'un an, je peux dire que c'est pas vrai du tout. C'est aussi bien pour les photographes que les vidéastes. On en parlera de la vidéo un tout petit peu après, d'ailleurs. Et je vous ai mis une troisième photo également, prise au 16-80 de mémoire. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a en dessous. Je pense que c'est 16-80. 16,80, ouais. À 16 mm, effectivement, oui. Bah oui, c'était la semaine avant que je reçoive mon 10-24, donc voilà, ça n'a pas fait le 16-80. Et ça, c'est une photo d'Urbex, du coup. Alors, photo d'Urbex un peu mise en scène. Ce sont des étincelles faites avec de la laine de fer, auquel on va juste soit mettre le feu avec un briquet, soit toucher avec une pile 9 volts. Et puis, on va faire tourner cette laine de façon à ce qu'elle crée ces étincelles. Ici, du coup, on était dans un lieu d'urbex où on avait une magnifique architecture et en plus la chance d'avoir un petit plan d'eau de façon à jouer avec des reflets. Donc, c'était vraiment une photo que j'ai adoré faire.
Personnellement, je suis un petit peu fan de l'univers Marvel et je trouve que du coup, ce petit montage fait un peu penser à Doctor Strange. Voilà. Un petit délire. Alors du coup, avant de passer à la vidéo, on va rapidement repasser aux photos. Mais je pense que c'est bon, voilà. Des rumeurs annoncent les mises à jour, des nouveaux objectifs. Bah, moi, je ne serai pas à vous en parler du coup durant ce webinaire. Je ne travaille pas chez Fujifilm, je suis utilisateur Fujifilm. Donc Tu voulais voilà, je vais présenter ton laisser du coup. matériel pour filmer? Ouais. Alors rapidement. euh, Non, je pense qu'avant de vous le présenter, je vais vous montrer une vidéo. Ce sera peut-être plus parlant si je vous montrais la vidéo auparavant. Donc La je peux te vidéo laisser dure gérer une ça. minute, c'est ça? La vidéo dure effectivement plus ou moins une minute 30. Et après avoir vu quelques images, je vous expliquerai comment est-ce que je fais ça tout simplement. Donc on se retrouve d'ici une minute 30. Voilà. Nous voilà de retour. Nickel. Alors rapidement, du coup, du côté vidéo, je vais pas trop m'étaler dessus car je pense que la plupart des personnes ici qui assistent au webinaire sont plus intéressées par le côté photo. Mais du côté vidéo, Fujifilm n'est pas en reste non plus. Ici, juste du coup, pendant la vidéo qu'on vous a diffusée, qui dure 1 minute 30, ben, j'ai monté mon setup vidéo. J'ai monté ici, du coup, rapidement ce que j'utilise sur le terrain. C'est du coup le XT4. Alors, ici, j'ai mis le 10-24, mais je peux très bien mettre le 16-80, le 56. Ça dépend évidemment des plans que je souhaite faire. Je l'ai mis une poignée sur le côté de façon à avoir une meilleure prise en main et une poignée au-dessus pour des plans au ras du sol. C'est vraiment du coup tout un setup que j'aime beaucoup. Je vous l'ai mis ici du coup sur la vidéo, enfin sur le slide. Je peux également l'agrémenter d'un écran en plus, d'un moniteur un peu plus grand, d'une batterie pour avoir un enregistrement longue durée, de ne pas être handicapé par la batterie si je fais un enregistrement de plusieurs heures tout simplement. Mais j'ai également, du coup, sur le côté, le XS10 qui, vous le voyez sur l'image de gauche, est un format beaucoup plus compact, beaucoup plus familial pour prendre des vidéos beaucoup plus rapidement, sans prise de tête. C'est vraiment, du coup, un univers que j'aime beaucoup, la vidéo chez Fujifilm, car on a parlé déjà de la science des couleurs au niveau de la photo. Au niveau de la vidéo, on n'est pas en reste non plus. Nico, si tu peux juste changer de slide. Merci beaucoup. On va retrouver beaucoup d'options qui sont assez innovantes et qui sont pas toujours présentes chez les autres non plus, chez les autres marques. Je pense notamment du coup au fait de pouvoir filmer avec des simulations de films. On a notamment deux simulations que j'aime énormément pour la vidéo, que sont le Eterna et le Eterna Bleach Bypass, qui sont deux simulations de films qui sont juste terribles et ça permet du coup de filmer directement et de ne pas passer trop de temps en post-production sur l'étalonnage, sur la couleur des images. Mais on a également le F-Log. Alors le log, c'est un peu l'équivalent du RAW en photo. C'est un raccourci très rapide hein, parce que il y a également le RAW en vidéo, mais soit on va prendre la base que le F-Log est un peu l'équivalent du RAW en photo. Et ça permet d'avoir une image très neutre dans le boîtier et ensuite de jouer avec la colorimétrie. Et c'est ce que j'ai fait du coup dans la vidéo que vous avez vue.
les images de base étaient très très grises, de façon à avoir beaucoup de dynamique dans l'image et de pouvoir donner l'aspect que je lui souhaitais. On va retrouver dans le X-T4 de la 4K en 60 images par seconde. Ça permet de faire un ralenti x2. C'est très très bon. Mais si on veut encore plus de ralenti, on peut passer en 1080 et avoir du 240 images par seconde. 240 images par seconde, ça ralentit x10. Je peux vous assurer que c'est très très impressionnant. Sur le XT4, on va retrouver un enregistrement simultané sur les deux cartes. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je suis également un peu photographe de mariage hors Covid. Et je suis également vidéaste de mariage. Et le fait de pouvoir poser son appareil et de se dire que sur les deux cartes, on a la même chose, que si jamais il y a une des deux cartes qui flanche, on a un backup directement dans la caméra, c'est quelque chose de très, très confortable. On va retrouver, alors là c'est un peu plus technique, mais on ne sait jamais s'il y a des vidéastes dans le chat, on va retrouver du 4.2.0 10 bits en interne et du 4.2.2 10 bits en externe. Alors très rapidement, le 4.2.0 10 bits, c'est vraiment la gestion de la dynamique et des couleurs pour la vidéo. De nouveau, c'est un très gros résumé, mais c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres marques. En interne, on va pouvoir déjà retrouver une très très bonne gestion des couleurs. J'ai pris notamment l'exemple du coucher de soleil tout à l'heure lorsque je parlais avec Nicolas avant le webinaire. Lorsqu'on va filmer un coucher de soleil, quand on a pas une aussi bonne gestion des couleurs, le coucher de soleil va se résumer à une bande rouge, une bande orange, une bande jaune, et puis le ciel bleu s'il reste, et ce sera tout. Tandis qu'ici, avec une aussi bonne gestion des couleurs, notamment du 4.2.2 10 bits en externe, on va vraiment avoir tout le dégradé de couleurs dans le coucher de soleil. C'est très très confortable également, et ça permet vraiment d'avoir une image beaucoup plus cinématique, beaucoup plus cinéma. Et surtout, moi, ce que j'aime énormément, c'est la stabilisation chez Fujifilm. Avec ce setup-ci, Nicolas, si tu peux juste me mettre en plein écran, s'il te plaît. Bien sûr. Avec du coup ce setup-ci, alors je vais juste rajouter une poignée sur le côté, mais ça permet vraiment de filmer à main levée sans aucun problème. Hop, on a ici du coup l'écran orientable sur le côté. Si on veut faire l'autofocus, il suffit juste d'appuyer sur l'écran si on veut, ou tout simplement le faire directement via la bague ou le gérer. On a vraiment une très très bonne prise en main. Et je peux vous assurer que comme ceci, l'image ne bouge pas. On a la stabilisation capteur, la stabilisation optique, on a une bonne prise en main. On peut même lui mettre une petite stabilisation numérique dedans, donc ça va juste recadrer légèrement l'image. De mémoire, c'est 1,1 fois, 1,13 fois, mais ça ne bouge pas et c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler également du côté vidéo, car le Switch, pour moi, devait également combler ce côté-là. Il ne devait pas combler uniquement le côté photo, mais également le côté vidéo. Et comment vous dire d'autre que je suis comblé, effectivement. Je me permets Dans de les deux moi, côtés, je suis pareil. extrêmement content. Moi, c'est le Vas-y. Switch qui m'a donné envie de faire. Allez, il m'a commencé à m'intéresser à la vidéo. Avant, j'étais purement sur la photo. Mais le fait que maintenant j'avais le F-Log et que j'avais un petit peu plus de stabilisation, etc., a commencé à allez, il y a ma curiosité pour la vidéo et me donner envie à me mettre un petit peu à la vidéo. Effectivement. La plupart des plans d'ailleurs que vous avez vus dans la vidéo Japon, à la moitié du webinaire, ont été filmés au Fujifilm. De mémoire, toi, c'est un X-T3 que tu as, c'est ça, hein? Ouais, un X-T3, ouais. Ouais. Et donc, je me suis occupé de la colorimétrie, donc de la gestion des couleurs de la vidéo. Je peux vous assurer que c'est un véritable régal. On peut vraiment, presque comme une photo, en fait, pouvoir gérer la couleur absolument comme on veut. Donc là, maintenant, on va passer sur les questions et réponses. Il y a quelque chose que tu voulais encore ajouter, Pierre, ou... Il me semble qu'on commence à faire le tour. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelques questions encore, on se fera une joie d'y répondre. Ouais. Et je pense qu'en attendant que les questions arrivent, on peut parler rapidement de ce qu'on a lancé, nous, de notre côté. Ah ouais, avec plaisir. C'est vrai que Je j'avais te laisse oublié. faire. Je vais dire que on va dire c'est l'heure ici, il est 4 heures du matin. J'étais un peu distrait au début. J'aurais voulu vous en parler, mais donc moi ici au Japon, je travaille comme guide. J'ai une société de guide et ça fait près de 8 ans que je fais ça. J'ai eu la chance de rencontrer des milliers de personnes et de guider à travers tout le Japon. Et à côté de ça, j'ai développé donc mon côté photographique. Et il y a peu, il y a un an et demi, maintenant j'ai fait beaucoup de voyages guidés en groupe ou autant privé. L'expérience acquise m'a donné envie, avec mon amour du partage, de faire ça avec la photo. Et donc, on a créé il y a un an et demi, j'ai contacté Pierre. Un an et demi, Pierre. Hein. Un an et demi, j'ai Un an et contacté demi Pierre. maintenant. Ouais, un an et demi presque. J'ai contacté Pierre en lui demandant s'il serait intéressé de faire des workshops avec moi. Lui étant vraiment une bête de technique et, et de connaissances matérielles, Merci. etc. Ouais, beaucoup plus que moi. Moi, c'est vrai que j'ai mes 3 objectifs et je suis hyper heureux avec cela et je touche moins d'objectifs que toi avec ta chaîne. Et donc, on a eu l'idée de créer ces tours photos au Japon.
Ce sera donc un séjour de 8 jours à 10 jours, 14 jours, ça dépendra un petit peu, où on visitera ensemble le Japon et en même temps, on fera un max de photos. Et comme ça, vous revenez avec plein de souvenirs dans votre tête, mais également sur votre disque dur et encore plein de choses à pouvoir faire après à la maison. Et l'idée, c'était vraiment de visiter le pays tout en mêlant ses connaissances photo. Alors, comme j'ai la chance de travailler avec des agences en Belgique, alors on crée ça ensemble et on essaiera de voir avec Fujifilm aussi, hein, s'il y a moyen de faire quelque chose ensemble. Tout à fait, effectivement. Alors, je pense que vous retrouvez déjà plus d'informations. Je ne sais pas si on peut mettre ton site internet, ce sera peut-être plus simple pour que les gens puissent s'y retrouver. Mais c'est pas, effectivement, le workshop n'est pas uniquement le fait de vous montrer des endroits de photos, mais c'est également de vous apprendre comment bien les photographier. Alors, effectivement, Nicolas, lui, connaît le Japon presque comme sa poche maintenant, en tout cas comme une grande poche. Moi, j'ai plus le côté technique. Et le fait de travailler à deux va également permettre du coup de compléter nos qualités et du coup d'être là à 100% pour vous apprendre effectivement à vous faire en tout cas à faire de super belles photos là-bas, tant pour le côté technique pour ma part que pour le côté plus géographique que va apporter C'est Nicolas. ça. L'idée en contactant Pierre, c'était ça en fait. Comme lui, il a un style photographique. C'est ça qui est génial avec la photo, c'est qu'on a tous les deux la même caméra finalement, on a tous les deux presque les mêmes objectifs et on fait des photos complètement différentes avec des styles de retouches différents. Et du coup, Tout à fait. pour avoir fait aussi beaucoup de voyages en groupe, j'ai toujours trouvé que c'était plus agréable d'être avec une autre personne dès qu'il s'agit de groupe, pour aussi donner le meilleur confort aux gens qui participent. Parce que quand il n'y a qu'un seul animateur, des fois, c'est pas assez. Et donc, c'était l'idée de contacter Pierre. On est tous les deux belges. On a pas mal, je pense, aussi de moyens de se compenser. Lui, là, il fait beaucoup de portraits, il fait beaucoup plus de vidéos. Moi, je suis beaucoup plus sur la photo. Lui, il connaît donc, comme il disait, tout ce qui est technique et tous les systèmes de caméra. Et moi, je connais bien le Japon. Et donc, à deux, on espère que vous serez peut-être intéressé de venir faire un séjour avec nous au Japon et de photographier ça. Effectivement. On va prendre du coup les 2-3 dernières minutes pour répondre aux dernières questions. Est-ce qu'on peut se passer? Ouais, nickel, on peut se passer. Alors, on a du coup Nicolas qui demande pour la street photographie, que conseillerez-vous en équipement compact, de budget contenu et ergonomiquement agréable, bague de vitesse, molette de vitesse, etc., XT30 ou XS10? Il se trouve justement que j'ai en prêt ici le nouveau X4 avec le 27 mm 2.8, c'est la nouvelle version. Voilà, niveau compacité, vous le voyez à l'écran, je pense qu'on ne saura pas faire mieux. Il rentre dans ma poche. C'est pas une blague, je veux dire, hop. Voici mon téléphone à côté. Ça rentre dans ma poche. Et c'est pas beaucoup plus gros. Alors, effectivement, on a l'objectif qui dépasse un peu, mais ça rentre dans ma poche. Donc, niveau compacité, je pense qu'on ne saura pas battre ça. Alors, effectivement, j'ai eu également le X100V en main. Là, ça va vraiment être une question de goût. Les deux sont assez comparables, mais fatalement, l'avantage du X4, c'est qu'on peut changer l'objectif, ce qui n'est pas le cas sur un X100V. Donc, ça va vraiment être là une question de goût entre les deux. Dans tous les cas, le choix va être super bon. Les deux boîtiers sont excellents. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le X4 parce qu'on peut changer l'objectif. Mais ça va être la seule différence. Ce que j'aime bien également sur le X4, je ne sais plus si on le retrouve sur le X100V ou pas, mais c'est du coup l'écran orientable également. Je ne sais pas si toi, tu fais un peu de street photo ou pas? Un petit peu, et c'est aussi quelque chose qui est sympa. Je le fais beaucoup avec le 50-140. Ah oui? Ouais, parce qu'en fait, au Japon, généralement, photo de rue, gens c'est quelque chose d'assez compact. Ouais, mais les gens n'aiment pas trop essayer de photographier. Donc, tu vois, Ah oui, c'est justement, forcément. vu que dès qu'ils voient une caméra, ils aiment pas trop ça. Alors, du coup, avec le 50-140, j'utilise la distance pour faire la photo de rue, quoi. Et ce que j'aime Ok. bien aussi, c'est Faut l'effet pas un petit penser à peu ça. de compression que tu vois. C'est plus discret. C'est plus discret aussi Forcément. que ce que j'avais comme système. Même si ça reste quand même un gros objectif, c'est beaucoup plus discret que ce que j'avais avant, qui des fois aussi impressionnait les gens dès que tu arrives devant eux avec une grosse caméra. Si tu enlèves le grip et que tu mets juste cet objectif dessus, c'est beaucoup plus discret et ça fait moins peur aux gens en street photo. Mais là, moi, Effectivement. j'en fais essentiellement avec le 50-140. Ok. On a Bruno qui demande, Nicolas, quel niveau en japonais? Alors, si je comprends la question dans le sens pour le workshop, il faut pas parler japonais pour le workshop, hein, on le donnera en français ou en anglais si jamais vous êtes néerlandophone, car on parle tous les deux assez mal néerlandais malheureusement. Mais je ne sais pas s'il veut connaître ton niveau en Ah, si japonais. c'est Là, mon par contre, niveau je te laisse linguistique, répondre. si c'est mon niveau linguistique, ce serait hyper prétentieux de ma part de dire que je suis parfait bilingue, mais j'apprends et je continue d'apprendre tous les jours. C'est ça qui est génial
dans l'expatriation. Euh, c'est que c'est chaque jour des nouveaux challenges, chaque jour d'un apprentissage. J'ai l'impression que quand je suis venu ici, je suis reparti à zéro, plus de travail, plus rien. Donc ça a été monter une petite boîte, ça a été apprendre la langue, ça a été apprendre la photo. Et tous ces trucs-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Le niveau de la langue, j'ai aucun problème dans la conversation. Et si c'est par rapport au séjour, ce sera normalement quelque chose de vraiment facile, hein. L'idée étant de s'adapter aux gens, quoi. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens de toute capacité physique, mais aussi même des fois en mobilité réduite, et de toujours essayer de donner le meilleur de moi-même pour leur faire visiter le pays. Donc, l'idée sera vraiment de s'adapter. Et quand on est en groupe, si on est avec Pierre, on pourra encore mieux s'adapter à deux pour que ce soit le plus Effectivement, ouais. agréable possible. Patrick demande quel logiciel vidéo utilises-tu pour le montage? J'utilise toute la suite Adobe, que ce soit pour la photo, pour la vidéo, donc j'utilise Premiere Pro. Je sais que DaVinci Resolve s'en sort un petit peu mieux au niveau de la colorimétrie, mais j'ai mes habitudes sur Premiere Pro, donc je reste avec du coup. Euh... Moule frite ou ramen? Ouah, Ramen. ramen. C'est quand les prochaines inscriptions pour le trip au Japon? Bah, c'est maintenant. Bah, le seul souci, c'est que enfin, le souci, c'est pas vraiment un souci en fait. La grande avantage, c'est que cette période de Covid nous a permis, enfin, m'a permis de contacter Pierre et de nous rencontrer, de tisser une amitié pour l'instant virtuelle, en attendant de faire plus. Comme je travaille dans des agences, c'est aussi ça qui est très chouette, c'est que pour l'instant, si vous voulez, vous pouvez réserver et on peut annuler gratuitement. Comme il y a le Covid en ce moment, on n'est pas sûr encore de pouvoir le faire en novembre. Moi, mon idée dans ces tours photos que j'aimerais animer, ce serait de taper dans les quatre belles saisons du Japon. Printemps, été, automne, hiver. Le printemps est très connu pour les cerisiers. L'été, il fait un peu chaud, mais beaucoup de gens ne savent des fois pas partir autrement qu'en été. L'automne est vraiment quelque chose de magnifique. Euh, j'ai fait dernièrement une série de photos sur l'automne au Japon. Les érables rouges sont vraiment splendides. Et l'hiver aussi, pour les gens qui aiment un petit peu des conditions un petit peu différentes. Euh, cette année, je sais pas si tu fais souvent toi, des photos d'hiver. Moi, cette année, Ah, j'aime beaucoup, oui. grâce, ouais, grâce au Covid, J'aime beaucoup. d'habitude en hiver, je suis hyper occupé et cette année, je sais pas si je dois dire grâce, mais à cause du Covid ou grâce au Covid, j'ai eu un peu plus de temps libre en hiver et du coup, je me suis pris quelques jours de bol d'air à -20 dans les montagnes au Japon. Et j'ai fait des photos que je trouve personnellement magnifiques. Bien sûr, je peux encore faire mieux, mais que j'ai adoré et j'ai adoré ce moment aussi. Et donc, c'était vraiment ça l'idée de partager le Japon sous différentes saisons. Puis ça permet aussi pour ceux qui sont déjà venus une fois de revoir différemment parce que souvent un voyage photo va être peut-être un voyage on est déjà venu au Japon avec sa famille, mais on veut faire un voyage photo par plaisir ou par passion et on n'a pas forcément la même passion que les autres membres de sa famille. Donc, ça peut être aussi une manière de voir le pays différemment. Je te Tout à laisse. fait, oui. Alors, je pense qu'on va tout doucement conclure parce que bon, on a déjà dépassé le 3 Ouais, minutes. l'usine est dans le nord, ouais. J'ai mon timer qui fait bip, bip, bip. Ah, Donc, je pense qu'on va tout doucement conclure. Je sais pas si tu as un mot pour la fin un peu spécial ou. bah non, pas spécialement. Bah, profitez bien encore de cette période. On a vu dans une période un peu folle. Euh, Moi, ici, ça fait un an que je suis quasi à l'arrêt, mon entreprise est à l'arrêt. Mais cette période, j'aurais jamais cru pouvoir en parler comme ça, mais elle m'a permis de faire plein d'autres choses, de me développer dans la vente de photos en ligne, de rencontrer Fujifilm, de rencontrer Pierre, etc. Donc moi, c'est ça que je vous dirais comme message. Ben, prenez soin de vous, faites encore attention, il n'y a plus que quelques mois à tenir. Et je suis impatient de vous revoir au Japon et d'aller faire des photos avec vous. Voilà. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à dire. Ah bah, on va conclure aussi, hein. Donc déjà un tout grand merci d'avoir assisté du coup à ce webinaire. Pour votre participation également dans le chat, vous avez été très actifs et en tant qu'animateur, c'est toujours très plaisant d'avoir du coup un retour comme vous avez pu nous l'offrir ce soir. Donc un tout grand merci à vous. Moi, je conclue chacune de mes vidéos YouTube en disant prenez le temps de faire des photos, des vidéos, mais surtout de faire ce que vous aimez, c'est le plus important. Et donc du coup, bah, je ne peux que conclure en disant ça. Faites ce que vous aimez, faites des photos et des vidéos si c'est le cas. Et avec grand plaisir, on se retrouvera soit en Belgique, soit en France quand on pourra voyager, ou évidemment, idéalement au Japon le plus vite possible. Et puis, on se retrouve, pourquoi pas, une prochaine fois également. Ouais. Je me permets encore de dire un petit truc, je sais pas si tu l'as dit Pierre, mais la critique permet de s'améliorer. Euh, donc moi c'était mon premier webinaire parce que ça fait pas longtemps que je suis devenu Fuji X Creator et enfin Fujifilm X Creator et j'en suis très fier. Euh,
Mais n'hésitez pas à nous donner un feedback sur cette vidéo faite avec Pierre qui a beaucoup plus l'habitude que moi de faire ça. Bon, c'est jamais que mon Mais deuxième, hein. ouais, mais tu es plus souvent derrière les caméras, faire des vidéos pour ta chaîne Oui, YouTube, effectivement. etc. Ce que moi je ne fais pas beaucoup. J'ai déjà fait quelques petites conférences par-ci par-là, mais pas autant que toi. Donc n'hésitez pas à donner un feedback et ça nous permettra de nous améliorer pour la prochaine fois et de faire encore mieux. Et j'espère vous revoir bientôt pour un autre webinaire. Je vous dis à plus et je Nickel. laisse à Pierre le mot de la fin. Oh, carrément la patate chaude. Bye bye. Je vous souhaite du coup à tous une bonne soirée, presque une bonne journée pour Nicolas du coup, et une bonne nuit pour les autres. On se retrouve bientôt du coup, soit au détour d'une vidéo, d'une photo ou pourquoi pas d'un prochain webinaire. Bref, bonne soirée tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir tout le monde.